expliquer. Voilà. Donc, bonjour à tous. Le TFS, c'est un concept de capteur déporté. Donc, on a d'habitude, usuellement, on a des capteurs sur un bâtiment de surface. Là, on propose une solution d'un système qui vient déporter les capteurs pour augmenter le volume de détection du bâtiment de surface. Donc, c'est né d'un constat opérationnel et d'un besoin du marin. Donc, on présentera d'abord ce besoin, le constat actuel, et puis le concept du TFS. Marc, je te laisse. Alors, le besoin opérationnel, c'est de voir au-delà de 330 degrés et H24. Aujourd'hui, les bâtiments de combat, enfin, classiquement, on voit 15-20 nautiques. H24, pourquoi? Alors, sur un bateau, on voit effectivement H24 à 360, mais on n'a pas beaucoup de potentiel de matériel aéronautique. Aujourd'hui, classiquement, on a 2 à 3 heures de potentiel hélico par jour, et on voit bien que 24 heures, on en est quand même assez loin. Donc, si on prend aujourd'hui la portée radar d'un bâtiment, c'est les cercles rouges. Nous, ce qu'on cherche à faire, c'est augmenter à cette distance-là. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Un, pour augmenter le délai en cas de détection de menaces ennemies, etc. Et aussi pour augmenter les surfaces qu'on pourra surveiller. On n'a pas non plus pléthore de bâtiments. La marine, elle a un déficit classique de bâtiments. On voit bien ce qui se passe dans le Pacifique aujourd'hui. Et donc, on cherche à augmenter la surface avec le même bâtiment. Aujourd'hui, ce que je vous disais, c'est que quand on utilise un Panther, on a 2 à 4 heures par jour au maximum. Et en plus, le corollaire, c'est qu'on est obligé d'embarquer un détachement aéronaval. Un détachement aéronaval pour un hélico comme ça, c'est à peu près 10 personnes. Donc le besoin opérationnel, c'est de disposer d'un moyen aérien d'observation étendu. Alors quand on dit d'un moyen d'observation, évidemment, on pense tout de suite au radar ou à la tourelle électro-optique. Mais en fait, ce n'est pas uniquement ça. Le but, c'est de déporter un capteur en altitude. Ça veut dire qu'on peut faire du relais radio, on peut faire de la guerre électronique. Et l'exemple typique, c'est l'AIS. Aujourd'hui, si on met un AIS en haut d'un bâtiment, on arrive à avoir 15, 30, peut-être 40 nautiques dans les maximum des cas. Si on monte à 100 pieds, on est pratiquement à 150 nautiques. La permanence, c'est ce que je vous ai expliqué, on veut H24, 360 degrés. On veut limiter les contraintes sur le porteur, c'est-à-dire que ce type de système, c'est destiné à des bateaux qui n'ont pas forcément une plateforme hélico. Et quand on a la plateforme hélico, on veut l'utiliser à le minimum de temps. Et puis, on veut pouvoir garder le contrôle en permanence. L'accessibilité, c'est un volume de personnel restreint. Aujourd'hui, par exemple, même quand on met des petits drones en œuvre, vous avez tous vu peut-être le S100 de la marine, qui est un petit drone qu'on met en œuvre sur les BBC, c'est 5 personnes. Aujourd'hui, les équipages sont de plus en plus réduits. On ne peut pas se permettre de mettre 5 personnes spécialisées que pour ça. Donc là, on veut que ça soit un système qui soit mis en œuvre par les marins du bord, avec un minimum de formation, mais il faut aussi qu'il soit compact et que la mise en œuvre soit facile. Et puis, dernière chose, c'est parce que les coûts réduits, on doit avoir un coût réduit en acquisition. On a fait des calculs et on a regardé ce que ça coûtait par rapport à même un petit drone. Aujourd'hui, un petit drone de 200 kg, ça vaut 1 million d'euros, hors charge utile. Donc, vous voyez un petit peu, et plus ça grossit, plus on le paye cher. L'intégration, c'est pour le bateau, l'intérêt, vous allez voir tout à l'heure le concept, l'intérêt, c'est qu'on diminue les contraintes d'intégration, le coût de possession et le coût de maintenance. Donc le coût est vraiment au cœur de la demande. Les marins utilisent aujourd'hui un paramètre qui est assez peu connu, mais qui est le coût du nautique carré surveillé. Ça leur permet de savoir, en fonction des moyens qu'ils utilisent, combien ça leur coûte de voir ce qu'il y a dans ce nautique carré. Donc, en partant de là, on a regardé toutes les solutions qui existent aujourd'hui. Bon, évidemment, il y a l'hélicoptère. Alors là encore, on a mis un petit, mais plus c'est gros, plus c'est cher. Je veux dire, un H90, c'est encore plus gros. Le H160 qui va remplacer le Panther, c'est pratiquement 1,5 fois un Panther. Donc ça va être encore plus gros, donc encore plus cher. Le drone VTOL, aujourd'hui, le drone VTOL lourd, qui s'appelle dans la marine le SDAM, le système aérien, les systèmes de drone aérien par marine, qui va peser entre 700 et 800 kg. Donc tout à l'heure, je vous ai dit, un Shibboleth, ça vaut 1 million d'euros. Si vous multipliez, à peu près, ça s'achète au kilo, vous verrez à peu près le prix. Les drones à voilure fixe, qui sont genre Scan Eagle, Blackjack, etc., qui sont intéressants, mais qui demandent beaucoup d'infrastructures à mettre sur un bateau. Alors sur les bateaux américains, ça ne pose pas de problème. Il faut savoir que pour un engin comme ça, qui fait entre 30 et 60 kg, la catapulte, elle fait 750 kg, et le système de récupération, c'est la même chose. Et il vous faut 45 minutes sur le pont pour les installer, chacun. Donc ça veut dire que votre pont est occupé pendant 45 minutes. Si vous avez un grand pont
comme les bateaux américains, bah, ça passe. Si vous avez un pont de frégate comme nous, bah, ça veut dire qu'à un moment donné, vous devrez faire le choix entre l'hélico et le drone. Donc c'est quand même pas négligeable. Le ballon, on a regardé ce que ça pouvait donner et ça paraît assez simple au départ, mais le ballon c'est quand même très encombrant. Les marins ils aiment pas trop ça. S'il faut des talons, où en fait c'est un cerf-volant, mais là ça a des contraintes en termes de manœuvrabilité du bateau et en termes de mise en œuvre. C'est quand même assez loin de mettre en œuvre. Voilà à peu près où on en est. Alors, ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même deux solutions qui sont intéressantes, c'est le VTOL et puis l'aile. C'est pour ça que la slide d'après, on a fait une expérimentation en 2018 d'un VTOL. Donc c'est un drone qui a normalement la capacité d'emport de 5 kg de charge utile. Donc là, c'était Drone Volt et on l'a testé sur un navire, alors en statique et en navigation, pour voir le potentiel déjà en termes de détection, parce que ça apporte d'avoir un capteur en hauteur, et de voir aussi sa compatibilité avec un objet qui le tracte et qui navigue. Donc on s'est rendu compte que, bon, forcément en statique, il n'y a pas de problème, mais le drone, il est obligé de se sustenter, de voler, et en plus de suivre le navire, donc en mode follow me. Et pour ça, on a constaté des pics de puissance, des appels de puissance électrique. Et donc tout ça nous fait penser que c'est incompatible aujourd'hui d'un usage sur un bâtiment de surface qui évoluera à une certaine vitesse et en plus dans des conditions météo qui verront du vent assez élevé, quoi. Alors, la particularité, enfin là on le voit à peine, mais il y a un câble auprès de. Pourquoi il y a un câble? C'est parce qu'on veut voler très longtemps. Ce genre d'engin, aujourd'hui les quadrirotors, les plus performants, ils atteignent à peine 40 minutes d'endurance. Donc s'il faut se reposer toutes les 40 minutes, changer la batterie, etc., c'est pas jouable. Donc effectivement, on passe toute la donnée, pas toute la puissance par le câble, mais en fait le corollaire, c'est qu'on est obligé de faire énormément d'avoir énormément de puissance qui passe. Et plus on fait passer de la puissance par le câble, bah, plus le câble est lourd, plus on limite la charge utile sur l'engin. Donc on voit bien que en fait c'est un cercle vicieux et c'est quand même un problème. Et ensuite, on a voulu comparer les deux concepts, hein, entre l'aile tractée et puis le VTOL captif. Sur un navire en mouvement, il y a bien un domaine d'emploi qui est régi par le vent apparent, à la fois par sa vitesse et par sa direction par rapport à la direction de navigation. Donc le VTOL, lui, il est limité à 25 nœuds de vent. Donc on a bien des zones qui sont déjà très limitées, hein. Quand on a un vent qui est dans l'axe opposé à la direction du navire, on est vite limité. Et pour l'aile, donc on a un potentiel d'utilisation qui est un peu plus élevé parce qu'on profite du vent. En revanche, il faut un vent minimum, et quand la direction n'est pas favorable, ça implique de faire de louvoyer pour tracter l'aile. Donc, fort de ces constats-là, en fait, on s'est dit, bon, la solution, c'est sans doute d'assembler les deux et d'en faire un système hybride qui bénéficie de ces deux propriétés-là. Et c'est ça qui a donné en fait le TFS, qui c'est un drone multirotor auquel on vient ajouter des plans porteurs pour étendre le domaine d'utilisation du VTOL qui était limité à 25 nœuds. Donc on a un système hybride avec un mode de fonctionnement quand on a très peu de vent, ce sont les rotors qui assurent la propulsion, la sustentation. Quand on a un vent un peu plus élevé, c'est la portance de l'aile. Donc là-bas à droite, on voit bien les deux modes de fonctionnement. Et on a toujours ce câble, cet ombilical, qui est là pour assurer à la fois le transfert d'énergie, le transfert de données sécurisé, ça c'est important. Ça évite les liaisons radio qu'on constate aujourd'hui sur les drones captifs habituels. Et ça permet de retenir surtout le vecteur aérien, de maîtriser son vol dans l'espace aérien. Donc ça, le TFS, c'est bien un dimensionnement qui doit être optimisé, qui, pour une altitude, un vent donné, en fait, on a un compromis à trouver entre l'envergure, la masse au décollage, la puissance des rotors, et tout ça donne une charge utile, un potentiel de masse de la charge utile.
charge utile qui d'ailleurs peut englober aussi, enfin on a dans cette masse, on a la masse de l'ombilical qui lui va augmenter en fonction de l'altitude. L'ombilical, il ne nous sert pas uniquement à faire monter le courant, il nous sert aussi à faire monter la liaison de données montante du drone pour aller lui donner des ordres et redescendre toutes les données. Pourquoi c'est intéressant? Parce que si on veut intégrer ça sur un petit bateau, en général, quand on intègre un drone, enfin pas en général, quand on intègre un drone sur un bateau, les gens pensent classiquement au vecteur aérien, aux consoles éventuellement, aux spares, mais ils ne pensent pas aux antennes. Or, en fait, intégrer un drone sur un bateau, ça implique d'intégrer des antennes. Et donc, les topsides de bateaux aujourd'hui, ils sont quand même assez contraints. En plus, on a des gros problèmes de compatibilité électromagnétique. Typiquement, aujourd'hui, par exemple, la grande majorité des drones, on vise des bandes KU, parce que c'est plus facile pour aller loin avec, et en termes, enfin, dans l'ambiance marine. Le gros problème, c'est qu'il y a certains missiles, leur autodirecteur, et c'est pas forcément les nôtres, leur autodirecteur, ils sont en bande KU. Ce qui veut dire que sur certains de nos bateaux, si on met des drones, eh bien, on est obligé de faire des hypothèses sur le fait que la GEO, on ne les verra pas arriver. Donc c'est un peu complexe, et c'est même une des particularités d'intégrer des drones sur les bateaux, c'est que la compatibilité électromagnétique et la compatibilité magnétique, c'est vraiment le point sensible. Nos camarades terriens, eux, ils s'embêtent pas. Ils tirent 1000 mètres de fibre optique et mettent l'antenne assez loin, ils n'ont pas de souci. Nous, on a vraiment le problème de la compacité, et en plus, on veut évidemment avoir 360 degrés, donc on est obligé de mettre plusieurs antennes, ou alors le mettre en haut, mais tout le monde se bat pour aller les mettre en haut, donc on en met plusieurs, donc ça redemande encore la masse, plus l'automatique entre les deux antennes, et en plus, souvent, si on décolle sur le pont, il faut en mettre une autre pour être sûr que sur le pont, on est bien la liaison de données. Donc le problème de la liaison de données, ici, on le résout par le fait qu'on ait le câble. Donc là, on a vu que ces particularités, ça agit sur la permanence. Et là, le gain de latitude. Donc on a fait un focus sur de la détection radar. Donc on a un focus sur une cible radar qui correspond à un navire côtier. Et bon, en jaune, on a le radar qui peut être intégré sur un navire, sur un bâtiment de surface à une certaine altitude. Donc lui, il peut détecter un certain nombre de cibles. Si on prend un petit radar du commerce qui n'est pas forcément militarisé, qui a une masse très faible, on n'arrive pas à détecter, enfin, il n'y a aucun intérêt à le monter en altitude. De toute façon, ses performances ne sont pas compatibles de l'altitude. Et on est obligé de passer sur un radar militarisé de petite taille, mais aux alentours de 20 à 30 kg. À une altitude de 100 mètres, on multiplie par 2 la distance de détection d'une cible d'un navire côtier. Donc c'est plutôt hyper intéressant. Là, c'est que l'exemple du radar. On va voir tout à l'heure qu'il y a d'autres exemples d'autres charges utiles. La masse de 20 à 30 kg, c'est pas irréaliste. Hein. Aujourd'hui, des radars de 20 à 30 kg existent sur des drones d'une centaine de kilos et qui volent. Donc ça existe. C'est pas forcément en France, c'est pas forcément Thales qui le fait avec des gros radars, mais ça existe. Et aujourd'hui, on a même des radars d'imagerie qui descendent à beaucoup moins que 20 kg. Donc, là, ici, on a les enjeux du TFS qui reprennent un peu l'espèce de boucle que j'ai présentée tout à l'heure. Sur la masse, forcément, on comprend qu'il ne faut pas que l'engin soit trop lourd, sinon ce sera au détriment de la masse d'emport de la charge utile. Le vol, c'est un mode de fonctionnement hybride, et pour ça, cette année, on est en train de réaliser un POC, un Proof of Concept, avec un droniste, donc on le rend captif, un VTOL, auquel on ajoute des plans porteurs. Donc ça, c'est la première étape, déjà, c'est pour valider le mode hybride. Est-ce qu'on a bien réfléchi? Est-ce que c'est compatible? Est-ce que ça fonctionne? Ensuite, l'encombrement, il ne faut pas arriver non plus à quelque chose de surdimensionné, et il faut que ce soit compatible de tout type de navire, y compris ceux qui n'ont pas de plateforme hélicoptère. Et les charges utiles, tu peux en parler. Oui, les charges utiles. Donc, on va chercher un compromis masse, encombrement, performance. Tout à l'heure, on a dit qu'effectivement, classiquement, on pense au radar, mais on a aussi l'AIS. Aujourd'hui, un AIS, ça pèse moins de 100 grammes, donc ça, c'est assez facile à mettre. On pense aussi facilement, on verra tout à l'heure dans l'émission, aux tourelles électro-optiques. Aujourd'hui, on trouve des petites tourelles électro-optiques de 5 à 10 kg, et déjà à 10 kg, on a des bonnes performances. On a aussi des relais radio. Je vous expliquerai pourquoi le relais radio est important tout à l'heure. Et donc, tout ça, on a quand même un panel de charges utiles qui est assez important. Et puis, dernier point, et ça c'est important, ce qu'on ne veut pas, c'est que
les données, on a dit tout à l'heure qu'on redescendait par le câble les données des charges utiles. Le but de Naval Group, c'est d'intégrer ces données directement dans le système de combat, de ne pas avoir une station de contrôle comme aujourd'hui on a quand on pose un drone sur un bateau. On a le drone et puis on parle entre guillemets à côté au système de combat. Là, ce qu'on veut, c'est l'intégrer dans le système de combat. Pourquoi? Toujours pareil, c'est pour aussi limiter les opérateurs, la formation, etc. Il faut que le système de combat soit apte à recevoir des informations de drone. Ce qui est le cas aujourd'hui, puisque les nouveaux systèmes de combat qui sont actuellement développés prennent en compte cette capacité. Donc si on prend les missions, quelles sont les missions pour le TFS? La mission clé, c'est ce que l'on a dit tout à l'heure, c'est la surveillance et la sécurité maritime. C'est augmenter la portée radar, utiliser le récepteur AIS, on l'a vu, et augmenter le rayon de détection des moyens EOIR. Donc on a vu, quand on voit ça, on voit aussi que c'est la cible prioritaire, c'est aussi des bâtiments de second rang. Bâtiments de second rang qui peuvent être les patrouilleurs océaniques, les patrouilleurs guyanais, mais aussi les bâtiments sur lesquels qui n'ont pas accès à la 3D aujourd'hui, typiquement les bâtiments de ravitaillement qui n'ont pas accès à la 3D, etc. Par contre, pour les bâtiments de premier rang, ça peut être un moyen d'optimiser leur potentiel humain et leur potentiel d'utilisation de leur hélicoptère. Pour la protection, c'est la classification des mines dérivantes. Alors là, on pense pas encore aux lidars parce que les lidars sont encore un peu lourds, mais on peut classifier des détections à courte et moyenne distance et maintenir des liaisons avec les RIB au-delà de 25 ou 30 nautiques avec les forces spéciales. Donc aujourd'hui, même si un bateau envoie par exemple des forces spéciales au-delà de son horizon, avec un relais radio, il peut très bien être en contrôle. Le relais radio, c'est important parce que demain, la guerre des mines, elle aura lieu avec des USV, qui eux-mêmes mettront en œuvre des UUV. Et les USV, si on est en liaison avec le bateau, c'est emporté en loss, c'est-à-dire qu'il y a deux solutions. Hein. Soit on met un mât gigantesque sur le bateau porteur, et puis sur l'UUV, on va avoir des problèmes de stabilité. Soit on fait comme les Belges vont faire dans leur département de guerre des mines, on met en vol un drone aérien pour faire relais. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le concept belge, belgo-néerlandais, on met un drone de 245 kg en vol pour trimballer une petite boîte qui est grosse comme ça et qui fait relais radio pour les USV. Avec le TFS, on pourrait très bien envisager d'avoir le relais radio sur le TFS et de s'affranchir de tout ça au niveau prix, etc. On peut aussi récupérer la vidéo des sonars ou des ROV pour faire dans la guerre des mines. Enfin, les autres, aujourd'hui on a listé que ça, mais on est certain qu'il y aura plein de bonnes idées. On peut augmenter la portée RESM, CESM des bâtiments, qui aujourd'hui soit sont limités parce qu'ils en ont, mais ils sont limités à leur horizon, soit ils n'en ont pas, et à ce moment-là, ça peut permettre d'augmenter les moyens. Alors, les cas d'usage, donc on a vu, c'est prioritairement c'est les navires de second rang pour accéder à la troisième dimension avec un système peu onéreux. C'est aussi permettre à certaines marines qui aujourd'hui n'ont pas d'aéronaval d'accéder à cette troisième dimension. Il y a quand même pas mal de marines qui ont des petits bateaux et qui pourraient accéder. C'est une formation limitée pour la mise en œuvre et l'exploitation. Je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. Aujourd'hui, par exemple, dans les tout petits drones dans la marine, ils ne sont pas mis en œuvre par des aéros, ils sont mis en œuvre par des gens qu'on forme sur les bateaux. Avec quelquefois un taux d'attrition important, mais c'est un choix. Ils ont décidé, la marine a décidé que sur certains de ces bateaux, pour les petits drones, ça se ferait comme ça, pour pas avoir des problèmes de RH, où ils ont déjà d'énormes problèmes dans la gestion des équipages. Puis pour les navires de premier rang, c'est optimiser les moyens embarqués, hélicoptères UAV, en fonction du coût et en fonction de la mission et du coût qu'on est prêt à sacrifier. Voilà, on est prêt à répondre à vos questions, si vous en avez. On a fait assez vite. Pardon ? Aujourd'hui, on vise 100 mètres. C'est pour ça que le fait, alors faut pas tenir compte de l'image, là c'est un dessin, c'est un design, il n'aura peut-être pas cette forme-là, on n'en sait rien. C'est pour ça qu'aussi les rotors vont nous permettre de nous stabiliser à cette hauteur-là, d'abord de monter très vite à cette hauteur-là, donc de dégager le bâtiment de tout problème, et puis après de stabiliser et éventuellement, s'il n'y a pas assez de vent, de maintenir cette hauteur-là. En plus de ça, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais on a le treuil, enfin, le câble est enroulé sur un treuil qui lui est pilotable, est piloté. Donc on peut très bien faire un couplage, mise en œuvre des rotors et aussi réglage de la tension sur le câble pour aider à piloter un peu l'engin. Et les dimensions de l'engin, ce serait quoi à peu près ? En fait, aujourd'hui, la dimension de l'engin et la taille des rotors et la puissance des rotors va être en fonction de la charge. Il est très probable
Aujourd'hui, le démonstrateur est relativement petit. Ce qu'on envisage, enfin, ce qu'on souhaite faire aujourd'hui, notre feuille de route aujourd'hui, c'est on fait un POC en 2021 qui est autofinancé par Naval Group. En 2022-2023, on espère faire une OER avec la marine pour un système complet mais un peu plus grand. Et après, faire un PEA avec une véritable famille en fonction des charges utiles. On voit bien qu'en fonction, la taille du système va être très différente si je décide d'amener une boule de 5 kg ou si je décide d'amener un radar de 20 kg. Et la taille du câble aussi, forcément. En revanche, enfin, on ne veut pas dépasser une certaine limite quand même. On ne veut pas aller au-delà d'une envergure de 6 mètres, par exemple. Quoi. Ça, c'est clair. Il faut le ranger. Quoi. Voilà. Oui, après, on peut démonter, mais il faut le ranger. On a déjà réfléchi à plein de concepts de mise en œuvre particuliers quoi, qui permettraient de rendre l'objet très compact. Il y a quelques dizaines d'années, la marine allemande avait embarqué des autogires à bord de ces sous-marins. Oui. Tout à... enfin, il y a quelques même. Oui, il y a quelques. Oui, tout à fait. C'est des autogires avec un bonhomme qui était un bonhomme qui était dessus d'ailleurs. C'est assez. Oui. Donc là, c'est une solution que vous avez pas envie. Bah, en fait, c'est au même titre que l'aile, ça engage la route du navire. Enfin, tu es obligé de tracter. Il faut le tracter suffisamment vite. Il faut le tracter suffisamment vite et il vaut mieux être dans le bon sens du vent. Quoi. Mais d'un autre côté, un autogire, ça vole presque à l'arrêt. Presque. Non. Ah non, un autogire, ça vole pas à l'arrêt. Justement. Non, ça vole pas à l'arrêt, mais ça décolle avec une vitesse très faible. Oui, ça décolle avec une vitesse très faible, mais après, si on arrête d'avancer, ça tombe. Enfin, ça tombe pas comme un caillou, mais ça freine comme un hélico en autorotation. Ce que je veux dire, c'est que par rapport à un engin qui a des ailes, en gros, ça pourrait permettre de se passer des ailes. Oui, mais nous, ce qu'on veut, c'est justement comme on a les rotors, ça va nous permettre de mieux contrôler. Et en plus, on a le câble qui nous permet de contrôler la traction et éventuellement le sens. En fait, ce qu'a dit Cyril, le treuil, il est piloté en bas, donc on peut plus facilement régler. Moi, j'ai une question, c'est sur est-ce que vous avez commencé à regarder l'interaction avec les deux garçons sur la plateforme d'hélicoptère? Est-ce que avoir ce truc-là qui est accroché en l'air derrière le bateau avec un câble entre les deux, ça ne va pas gêner quand même le pilote d'hélicoptère qui doit monter là-dessus? C'est très possible. Il est très possible qu'il n'y aura pas d'appontage à ce moment-là. Mais à ce moment-là, justement, ce qu'on cherche à faire, c'est avoir une mise en œuvre le plus rapidement possible. C'est-à-dire qu'on pourra le rembobiner, le rentrer à bord, faire décoller l'hélico, remettre en vol, et le rentrer plus facilement. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, quand on parle tout à l'heure du Scan Eagle, où il faut clipser sur le pont le Skyhook avec la machin, etc. Là, on peut le rembobiner, le ramener et le remettre en vol assez facilement. Mais c'est une des conditions quand on parle de mise en œuvre simple et rapide, c'est une des conditions. Ouais. Mais vous visez des applications militaires, bien sûr, mais oui, j'allais dire, les premières applications envisageables, c'est sûrement la surveillance maritime, oui. les douanes, la gendarmerie, SAR, etc. Ça peut être la gendarmerie, ça peut être aussi les gros cargos, quand ils passent dans les détroits où il y a les méchants là, qui leur piquent les trucs, pour avoir une surveillance autour d'eux, juste pour donner le temps d'avoir de l'alerte. Parce que ça, en fait, il y a relativement peu de contraintes de mise en œuvre. Mais oui, il y a un aspect dual possible. Là, vous avez un POC, vous avez quelque chose qui a été déployé depuis la navette. Alors, le POC, on va le faire en 2 temps. Là, aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est ce qu'a dit Cyril. On part d'un vecteur aérien qui existe avec des rotors sur lesquels on greffe des plans porteurs. On va faire d'abord des essais à terre avant la fin du mois. Là. Et après, on ira faire des essais à la mer sur un petit bateau pour voir ce que ça donne. Ouais. Mais normalement, la feuille de route du POC de cette année, c'est qu'à la fin de l'année, on doit avoir fait des essais en mer avec un petit bateau. Et aujourd'hui, on parle sur un petit engin. C'est pas un partenaire pour en parler, c'est une prestation qu'on a avec Diodon, société Diodon qui développe des drones, des petits drones gonflables qui flottent, et des drones pour les forces spéciales suisses, je crois. Ils ont un marché. Néerlandaise. Ouais, néerlandaise. C'est une société assez agile qui force de propositions et donc on arrive là, c'est un sacré défi puisqu'on prend un de leurs drones, on met des ailes et on le rend captif également et on le tracte. Donc c'est des défis qu'ils ont bien voulu relever avec nous et ça se passe plutôt pas mal aujourd'hui. On est assez confiant. Il va falloir passer au papier suivant. Merci. Bon. Bravo.